C'est la 20e leçon et la dernière leçon de notre cours de counseling pastoral de crise. Comme je suis content d'arriver à la fin de ce cours. Alors, nous allons faire ce qui suit pour la fin de ce cours. Je demande à tout le monde qu'il suit de prendre un bon papier avec un crayon et de noter littéralement ce que nous allons faire. Parce qu'il s'agit en fait de la fiche de travail dans un counseling de crise ou dans un counseling pastoral de crise. Et on appelle cette fiche de travail l'évaluation de la crise. Et nous allons voir aussi comment évaluer les stress, c'est-à-dire la tension insupportable, la tension mécanique, biologique, psychologique, insupportable, n'est-ce pas, que subit la personne qui traverse une crise forte. Et nous verrons l'agent de cette tension, la réaction de stress et l'attitude de stress. Mais avant cela, parcourons rapidement la fiche d'évaluation d'un counseling de crise. Pendant que vous êtes en train de suivre quelqu'un en counseling de crise, vous devez faire une fiche d'évaluation. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette fiche d'évaluation? Premièrement, dans cette fiche d'évaluation, il y a le nom complet, nom, poste, nom, prénom de la personne qui est en crise, l'âge de la personne qui est en crise et le sexe de la personne qui est en crise. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous avez les statuts marital ou conjugal de cette personne, célibataire ou mariée, l'occupation professionnelle de cette personne, ça peut être un étudiant, un élève, ou alors un ingénieur, un ouvrier, etc. Hein? Et en troisième partie, toujours à l'entête de cette fiche, vous mettez votre nom, le nom du pasteur conseiller, et la date et le lieu. Donc vous avez, d'abord vous commencez par le nom de la personne qui a besoin d'aide, de secours, son âge, son sexe, son statut conjugal, hein, et son occupation professionnelle. Et s'il a des enfants, vous pouvez même dire le nombre d'enfants qu'a la personne, s'il est marié ou non marié. Et le nom du conseiller, du pasteur conseiller, et la date et le lieu de la consultation. Alors, il est très important que vous puissiez, dans la même fiche, réserver des postes où vous allez écrire ce qui suit. 1. C'est 1 en chiffres romains. Les événements précipitants. 1. Les événements précipitants. Ce sont les événements qui ont précipité, causé la crise. Et même quand vous gérez une situation de stress, vous devez toujours savoir quel est l'agent qui est à la base de ce stress-là. Vous voyez, de cette tension insupportable, de cette réaction violente, de cette peur incontrôlable, de ce trouble, n'est-ce pas, qui dépasse l'entendement et que la personne ne peut supporter. Les événements qui précipitent, qui causent la crise. Alors, parmi ces événements, vous mettez 1 en chiffre romain, puis 1 en chiffre arabe. Premièrement, quel est l'événement qui a causé directement la crise? Prenons la perte d'emploi, la fausse couche, l'avortement, la mort subite de quelque chose. Quel est l'événement qui a fait déborder, la goutte qui a fait déborder le vase? Ça, c'est 1. 1, 2, 1 chiffre romain 2. Quand et où cet événement est arrivé? Le lieu de l'occurrence de cet événement.
quand et où, les temps et les lieux, les jours, les temps, les lieux de l'occurrence, de la production de cet événement. 3, dans un chiffre romain, 3 chiffres arabes, qui est avec la victime de la crise, en plus du pasteur conseiller. Qui est avec cette personne? Quatrièmement, toujours en chiffre arabe, y a-t-il eu d'autres événements, des crises qui ont provoqué des crises dans la vie de cette personne? Autrement dit, est-ce que cette personne a déjà subi d'autres crises et comment ces crises ont été traitées? Parce qu'il arrive parfois que la crise que vous êtes en train de traiter et se trouve dans une suite de crises et qu'elle est plus violente parce que elle exprime plusieurs crises mal traitées, mal soignées, mal gérées. Alors vous devez, quatrièmement, vérifier s'il y a d'autres événements dans la vie de la personne qui ont causé des crises et qui ont été mal gérés ou bien gérés ou pas gérés. Parce qu'il y a des gens qui ont subi des crises, puis la crise est passée, mais on n'a pas géré la crise. On n'a pas éliminé les causes. C'est peut-être les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Et cinquièmement, enfin, toujours dans les événements précipitants, cinquièmement, comment ces événements précédents qui ont causé des crises précédentes ont-ils été gérés? Comment ces événements ont-ils été gérés? Bien gérés, mal gérés, pas gérés, négligés ou la personne a tout simplement fui ces événements. Alors ça c'est donc le premier point que vous devez traiter dans la crise, l'événement ou les événements qui précipitent, qui causent la crise. Deuxième en chiffre romain, 2, la présentation du problème. Et là, je mets 6. Donc, on dit toujours 2, maintenant 6. Parce que vous avez eu 5 événements et 5 points dans les événements précipitants. Donc, 6. Quelle est la description que la victime de la crise donne de sa crise? Quelle est son interprétation, sa compréhension de la crise? Le mot qu'il utilise pour décrire sa crise. Oh, j'ai été traumatisé, j'ai été troublé. Et la nuit, je ne dors pas, j'ai pas mal de cauchemars. Puis vous répétez ces cauchemars et vous devez noter, vous devez enregistrer tout cela. Parfois, il faut utiliser un enregistreur, mais avoir la permission de la personne, comme ça vous comprenez exactement qu'est-ce qu'il entend par cette crise-là. Qu'est-ce qu'il saisit par cette crise-là. Septièmement, est-ce qu'un autre proche de la victime de cette crise, un membre de famille, son épouse ou son époux, a des explications différentes de celles de l'individu, du sujet lui-même? Et vous devez écouter les autres aussi, surtout quand on fait une thérapie familiale. Et dans un couple, par exemple, vous aurez des explications différentes du mari et de la femme pour le même événement. Donc vous devez tenir compte de cela. La même chose quand c'est un enfant, un adolescent qui est abusé physiquement dans la famille, et l'adolescent va donner des explications de sa situation de crise. Le papa va donner des explications à lui, tandis que la maman peut donner aussi des explications différentes. Tout dépend de la position et de la situation de cet enfant dans la maison. Et finalement, huitièmement, dans la présentation du problème, qu'est-ce que la victime qui traverse cette crise, la victime de la crise, vient chercher auprès de vous? Qu'est-ce que la victime vient chercher auprès de vous? Quelle est la solution qu'il désire? Quel genre de solution qu'il désire? Quelle nature de solution qu'il désire? Par exemple, quelqu'un qui vient et qui a un conflit, une crise dans son couple. Il peut venir chercher
un aval pour le divorce. Ou alors un conseil pour améliorer sa situation dans le mariage. Vous devez savoir quelle est sa demande. Voilà donc les 3 points que vous devez aborder dans la présentation du problème. La manière dont l'individu lui-même comprend son problème, la manière dont ses proches interprètent le même problème et l'objet de sa vie. Qu'est-ce qu'il veut au juste en venant vous consulter. Maintenant, 3 chiffres arabes, chiffres romains 3 traits. Et ici, nous allons regarder maintenant dans ces chiffres, vous allez regarder comment la crise fonctionne, le fonctionnement de la crise. En anglais, on dirait crisis basic functioning, le fonctionnement des bases de la crise. Et c'est d'ici que vous êtes professionnel. Vous voyez, ces chapitres, je les donne justement à la fin parce que c'est le chapitre du professionnel. Et là, vous regardez. La première chose qui est devant vous, c'est le comportement de la personne en crise. Et je vous avais donné un dessin dans un chapitre, les tempéraments des gens. La réaction des gens dépend de leur tempérament et de la situation dans laquelle ce tempérament se retrouve, cette personnalité se retrouve. Si c'est un sanguin, un colérique, un flegmatique ou un mélancolique, eh bien, sa réaction va le montrer. Donc, les comportements de la personne, comment la personne se comporte physiquement, verbalement, comment cette personne se comporte devant cette situation. Et là, vous allez regarder comment cette personne, n'est-ce pas, comment il se regarde, comment il réagit, comment est son comportement corporel et son dit et son non-dit. Vous allez aussi regarder surtout ici, si la personne dans la crise est en train de prendre des médicaments. Il y a des gens qui prennent des médicaments pour essayer de traverser cette crise, d'adoucir les souffrances, n'est-ce pas? Où la personne commence à fumer beaucoup alors qu'elle ne fumait presque pas, à boire beaucoup, ça c'est le comportement toujours, à dormir beaucoup, à ne plus dormir ou à ne plus dormir, vous voyez, à aller prier beaucoup, chercher de l'aide dans plusieurs groupes de prière ou aller même chez le magicien. Alors vous devez, comment son tempérament, est-ce que la personne commence à beaucoup crier, crie beaucoup, parle beaucoup, veut expliquer à tout le monde sa situation. Alors vous devez donc tenir compte de son comportement, comment il se comporte verbalement, comment il se comporte physiquement, comment il se comporte socialement, psychologiquement, comment se comporte cette personne. Le comportement reflète notre état d'âme, notre état intérieur, notre situation intérieure. Alors c'est très important. Et vous devez avoir une liste que vous avez de ce comportement. Par exemple, est-ce que vous dormez beaucoup? Oh, je dors beaucoup maintenant. Oh, je ne dors pas. J'ai toujours des cauchemars. J'aime pas tout ça. Oh, je suis devenu très nerveux et même violent parfois, etc. Je peur de tout le monde. Alors, j'ai peur d'entendre des nouvelles, etc. Alors, vous allez essayer de regarder justement comment la personne se comporte dans la vie personnelle, dans la vie sociale, dans la vie professionnelle. Est-ce qu'il y a des gens, parfois, ils subissent une crise dans son foyer et dans la vie professionnelle, ils se comportent très mal. Ils ne fonctionnent plus bien. Alors, il faut regarder tout ça. Alors, on peut voir... par exemple, comment les personnes se comportaient à la maison avant la crise et après la crise ou pendant la crise. Comment la personne parlait avant la crise et comment elle parle après la crise et pendant la crise. Comment la personne agissait, n'est-ce pas, sur le plan professionnel avant la crise. Et puis pendant et après la crise, etc. Et après avoir regardé ce comportement de la personne qu'on observe par les regards, par les attitudes, par la façon de parler, la façon d'être avec les gens, la façon de travailler,
vous allez maintenant regarder la dimension affective de la crise, comment la crise touche la dimension affective. Par exemple, la personne qui devient méchante, la personne qui devient, n'est-ce pas, méfiante, très méfiante, la personne qui devient très colérique ou très excitée, ou voulant souvent s'isoler, ou alors la personne qui devient très triste, tendue, etc. Très critique, anxieux, très anxieux, où la personne devient très coupable, se condamne davantage, épuisé, jaloux, mécontent. Alors vous regardez quelle est si la situation dans laquelle il est, c'est une situation qui les rend très tendus, très méchants, très violents, très mécontents, en colère, etc. Vous regardez sur le plan émotionnel comment ils fonctionnent, ces émotions. Il y a des gens qui ne contrôlent plus sa colère, ils ne contrôlent plus son parler, ils ne contrôlent plus ses injures, etc. Et vous voyez la personne n'est pas relaxée, n'est pas complètement relaxée, mais plutôt extrêmement tendue. C'est le stress. Elle est extrêmement tendue, extrêmement insécure dans l'insécurité. Et si on lui donne des médicaments pour se détendre, vous devez noter quels sont les médicaments qu'on lui donne. Alors là, sur le plan affectif, vous regardez donc, et nous sommes toujours sur le fonctionnement des bases, troisième point, le fonctionnement des bases. Nous avons vu le fonctionnement des bases sur le plan comportemental, puis sur le plan affectif, et maintenant sur le plan des relations interpersonnelles. Comment cette personne se comporte vis-à-vis des gens de sa famille, dans sa famille, vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis de ses partenaires de travail ou d'affaires, etc., pendant la crise, et vis-à-vis d'elle-même. Si cette personne, par exemple, commence à se blesser ou à tenter même de mettre fin à sa vie. Et ça, c'est la relation personnelle avec elle-même et qui est en danger. Si cette personne dit, par exemple, je ne veux voir personne dans ma vie, c'est fini, je sors de cette famille. Vous devez donc vérifier pourquoi, n'est-ce pas, cette situation, cette relation de famille est tendue. Si la personne devient trop dépendante de la famille, ou la personne rejette les gens de la famille et les amis, la personne, vous pouvez même lui poser la question, que si elle a un problème, une crise dans la famille, une crise dans le ménage, une crise au travail, vous pouvez lui poser la question sur, par exemple, votre relation avec votre femme, avec qui vous querellez souvent, est-ce qu'elle est satisfaisante, acceptable ou très conflictuelle? Ou si c'est un problème au travail, votre relation avec votre patron, est-ce qu'elle est satisfaisante? Est-ce que cette relation avec votre patron est acceptable ou conflictuelle? Etc. Votre relation de travail, etc. Donc, vous allez essayer de comprendre comment la personne fonctionne relationnellement, sur le plan relationnel. Surtout quand la crise est causée par des relations, relations conjugales, relations professionnelles, relations avec les amis, etc. Quelqu'un qui vient vous dire, je pense que j'ai été empoisonné par ces gens-là. Comment sont ces relations avec ces gens-là? Et finalement, vous devez regarder sur le plan cognitif comment fonctionne cette crise, comment opère cette crise sur le plan cognitif. C'est-à-dire, ça sur le plan cognitif, comment la personne interprète et comprend la crise, quels sont les mots qu'elle utilise. Je suis fatigué de cette crise, je suis épuisé. Et avant cette crise, j'étais bien. Je pense que je suis à la base de cette crise, ou c'est mes parents qui sont à la base, c'est ma femme, ou encore mon patron, je ne peux pas laisser. Et la personne, comment elle interprète, comprend cette crise, ça c'est le plan cognitif, comment elle juge cette crise, comment elle comprend cette crise, comment elle articule cette crise, la personne, quand elle vous parle. Alors là, vous devez suivre sa verbalisation. Par exemple, il va vous dire,
je devais faire ceci, ce que j'ai manqué de faire, tout ça. Oui, c'est aussi pire cette situation, c'est moi qui l'ai causé, tout ça. Là, vous voyez la culpabilité. Hein? Comme le prophète Élie, par exemple, il dit, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres, je veux mourir, je désire mourir. Et là, vous devez surveiller la personne qui commence à dire de telles choses. Alors, c'est très, très important. Et là, à travers, n'est-ce pas, sa manière de juger, de comprendre la crise, d'interpréter la crise, pour voir si cette crise est en train de le détruire. Il y a une autodestruction à travers cette crise, ou cette crise risque de l'amener au suicide, ou à l'homicide, à aller tuer une personne qu'il juge comme la cause de la crise, qu'il faut éliminer cette personne, ou cette crise, quand il parle, l'amène à abuser verbalement ou physiquement de ses proches, son épouse, etc., ou ses enfants, etc. Donc, à travers, n'est-ce pas, les manifestations cognitives de la crise, la façon dont la personne comprend la crise, dit sa crise, vous pouvez comprendre justement son comportement réel dans cette crise et mesurer la nocivité ou la dangerosité de cette crise. Et alors, vous avez à déterminer rapidement si cette crise peut peut devenir catastrophique, tragique, ou si c'est une crise plutôt de maturation, hein, ça peut l'amener à construire les ponts pour aller à une autre phase, ou c'est peut-être un événement de la vie, tout simplement, qui se produit et qu'il faut gérer. Vous voyez, il y a des crises qui sont des crises de maturation. Il y a des crises de passage, comme la crise de l'adolescence, d'une étape à une autre. Hein, la crise professionnelle, vous devez changer de profession, etc. La crise vocationnelle, hein, vous devez, comme Élisée, quand on lui a tendu, n'est-ce pas, quand on lui a jeté le pont de la robe du prophète, il devait suivre le prophète Élie, n'est-ce pas? Et là, il devait aller régler le problème avec la famille et puis aller à la suite du prophète. Alors, maintenant, vous ne savez pas que les difficultés que la famille de Pierre, André, de Jacques et de Jean, ces familles avaient éprouvé quand les disciples ont décidé, ces gens-là ont décidé de quitter leur pêcherie de Galilée pour suivre Jésus partout. Il y a des crises et on le voit, après la mort de Jésus, ils ont subi une crise. Mais c'est une crise qui a duré environ 50 jours. Vous voyez, et pendant cette crise, justement, ils étaient comme au laboratoire, en train de traiter sous la thérapie de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, dans la prière. Et ils ont fini par passer, n'est-ce pas, de la mort de Jésus à sa résurrection, puis de la résurrection de Jésus à l'avènement du Saint-Esprit, et ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle à Jérusalem, puis dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, mais ils sont passés par une crise de maturation. Ça, on appelle la crise de maturation. Alors, il y a différentes sortes de crises. Il y a des crises de maturation, il y a des crises que je dirais de tragiques de la vie, des tragédies de la vie, et il y a des crises qui sont tout simplement des événements normaux de la vie qui se produisent, et ces événements qui arrivent, il faut que nous puissions apprendre à les traiter, à les gérer. Alors, il est très important de voir les indications de chaque crise. Il y a des crises qui indiquent des catastrophes, qui indiquent qu'on pointe vers le suicide. Et vous devez noter tout cela. On pointe vers l'homicide. Attention, cette crise risque d'amener, de causer le divorce. Cette crise risque de détruire la famille, etc. Voyez? Vous devez donc mesurer la dangerosité, les effets dangereux de la crise. Alors, pour terminer, pendant que la personne est en crise, vous devez voir son degré de stress. Pour cela, pour savoir le degré de stress, vous devez voir la cause du stress. Par exemple, quelqu'un qui vient de perdre son emploi est super stressé économiquement, et s'il n'a pas de salaire, s'il a été renvoyé sans salaire. C'est un stress très très fort. La personne est tendue,
Et là, vous allez voir que ça ne va pas. Quelqu'un qui vient d'avoir une contravention de la police en route, bon, va avoir un stress mineur. Vous voyez. Tandis que quelqu'un qui déménage et qui n'a pas le moyen de déménager facilement va avoir un stress assez important. Un autre qui qui est visité par le problème de divorce, qui est pris par le problème, troublé par un problème de divorce, va avoir un stress assez élevé, exceptionnel. Ou une personne qui entend qu'elle doit, n'est-ce pas, subir une opération, ou est malade et risque de mourir, eh bien, elle va avoir un stress exceptionnel, un stress plus élevé. Vous devez donc voir la cause qui est à la base de la crise pour comprendre l'intensité du stress. Et puis voir la réaction de la personne devant le stress ou dans le stress. Parce qu'à ce moment-là, notre cerveau sonne l'alerte des réactions physiologiques immédiates, des réactions psychologiques, comme par exemple l'augmentation du rythme cardiaque, la construction des vaisseaux sanguins et la montée, la constriction des vaisseaux sanguins, et la construction des vaisseaux sanguins, et la montée d'adrénaline qui assure que le corps puisse réagir à la situation. Et s'il persiste au-delà du temps nécessaire pour fuir les tigres ou l'assommer, parce que le tigre c'est la cause qui vient devant nous, le tigre qui nous attaque. Imaginez-vous, vous êtes devant un tigre qui vous attaque. Vous avez quelques minutes pour soit fuir ou faire face au tigre comme David. Et si l'événement dépasse, vous restez pendant longtemps devant le tigre, un peu plus longtemps que prévu, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les mécanismes de résistance cèdent. Et là, c'est la panique. Et ça peut être même la mort. Les malaises physiques et psychologiques seront très élevés. C'est les symptômes de stress exceptionnels. Alors, vous devez aussi regarder l'attitude. L'intensité de la réaction de stress dépend du message envoyé par le cerveau. Notre cerveau fonctionne. Beaucoup de gens ne savent pas. Le cerveau ne dort pas. Et dans une crise, vous devez faire attention à votre cerveau, pas à votre cœur ni à vos émotions. Votre cerveau va diriger votre cœur, vos émotions et votre bouche. Quand vous contrôlez quelque chose et vous allez aider la personne que vous suivez, si vous contrôlez la situation à travers une compréhension beaucoup plus intense, par exemple, quand on comprend que, quand les apôtres ont compris finalement que Jésus est mort pour leur salut et pour le salut du monde, et qu'il fallait qu'ils attendent la venue du Saint-Esprit pour commencer à annoncer l'évangile dans le monde entier, le stress était plus contre. Le stress était là. Le stress causé par l'absence de Jésus. Le stress causé par toute la caisse, les finances, qui étaient pillées par Judas. Il n'avait plus de finances. Jésus n'était plus là pour multiplier le pain et le poisson. Les gens ne leur donnaient plus d'argent. Pendant à peu près 50 jours après la mort de Jésus, ils ont vécu la banqueroute. Finalement, Pierre a dit, on va rentrer faire la pêche. Ils ont commencé à trouver des solutions. Ils sont rentrés faire la pêche. Et là, pendant qu'ils font la pêche à la mer de Galilée, le Seigneur vient le trouver au matin. Pourquoi il vient le trouver? Il vient faire du counseling pastoral. Ces gens-là sont stressés. Et le Seigneur ne veut pas que la pression de stress puisse dépasser leur capacité de résistance. C'est pourquoi on dit on ne peut pas vous tenter au-delà de vos forces. Vous voyez, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes pasteur, c'est pour prendre soin de brebis qui sont abandonnées à elles-mêmes dans ce monde, afin que quand ils sont touchés par les événements critiques de la vie, ils puissent avoir le moyen nécessaire, l'aide nécessaire, les outils nécessaires pour passer au travers et marcher de victoire en victoire. C'est donc très important pour nous d'avoir cette fiche, n'est-ce pas, devant nous, la fiche qui note, qui prend des notes sur la personne qui se présente, son identité,
sur son problème, deuxièmement, et troisièmement, sur les manifestations de base de sa crise ou de son stress, c'est-à-dire les manifestations comportementales, les manifestations affectives ou émotionnelles, les manifestations relationnelles et les manifestations cognitives de la crise. Alors, en prenant ainsi vos notes, vous serez en mesure de suivre la personne, de comprendre la personne, d'aider la personne et de transformer même, d'aider la personne à se transformer à travers la crise. Une crise peut devenir un moment béni de Dieu, et alors là, un moment qui fera dire à la personne en crise, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même si cette crise est devenue de l'ennemi, la personne va tellement trouver de moyens, de ressources dans le Seigneur pour passer la crise, qu'elle va dire, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous avons ici terminé notre cours, et maintenant, nous allons passer, après avoir terminé votre cours, vous allez passer à un examen qui consistera à décrire une personne en crise, n'est-ce pas, et son identité, son âge, son sexe, les réactions que cette personne a vis-à-vis de cette crise, la manière dont il interprète et comprend cette crise. Il faut trouver une personne réelle en crise. Et vous allez vous mettre à décrire sur la fiche que je vous avais donnée. Et vous allez voir, noter d'abord la nature, identifier la nature de cette crise. Est-ce une crise personnelle? Est-ce une crise d'adolescence? Est-ce une crise conjugale? Est-ce une crise professionnelle? Est-ce une crise vocationnelle? Est-ce une crise de maladie? Est-ce une crise face à la mort? Vous devez identifier quelles sont les manifestations comportementales, les manifestations cognitives, les manifestations relationnelles, les manifestations affectives de cette crise. Et quels sont les moyens que vous pouvez mettre à la disposition de cette personne pour lui permettre de traverser victorieusement cette crise. C'est un cours très important et je dirais même que c'est essentiel pour notre travail de pasteur. Que Dieu vous bénisse.